Il est 8h30, excellent début de journée avec nous sur LCI. Élie Korchia nous a rejoint, bonjour, bienvenue. Vous êtes président du Consistoire central de France. Nous allons avec vous, avec nos experts, revenir sur la situation très tendue, on dirait les choses simplement, très tendue dans plusieurs universités françaises. Très tendu aux États-Unis, dans beaucoup d'universités. Le fond, c'est le conflit au Proche-Orient et les tensions entre Palestiniens et Israéliens. On va tout de suite vous montrer ces images. Donc c'est à Sciences Po, à Paris. Images qui ont été tournées cette nuit. Images d'étudiants qui viennent en soutien d'autres de leurs camarades qui se trouvent à l'intérieur et qui scandent ce que vous entendez. Macron complice, Israël assassin. Ces étudiants-là se disent pro-palestiniens, soutien des Palestiniens. On va retrouver Arnaud de la Taille qui est sur place ce matin pour voir à quoi cela ressemble. Bonjour Arnaud, est-ce qu'il y a toujours une mobilisation devant et à l'intérieur de l'établissement ? Oui, mobilisation devant l'établissement. Surtout, vous le voyez sur ces images en direct, les étudiants qui sont devant Sciences Po, rue Saint-Guillaume, sont arrivés ce matin sur les coups de 7h30 pour soutenir, bien entendu, leurs camarades qui sont à l'intérieur, qui bloquent le bâtiment. Vous le voyez, des slogans, des drapeaux de la Palestine et des étudiants qui continuent de bloquer Sciences Po. Une trentaine seraient à l'intérieur. Devant, c'est une cinquantaine d'étudiants arrivés sur les coups de 7h30. Pareil, des slogans, de la musique depuis ce matin. Et puis l'entrée, vous le voyez aussi sur ces images, l'entrée de Sciences Po barricadée avec des poubelles et des vélos et des barrières pour interdire tout accès. À noter que la seule petite entrée de Sciences Po qui se trouve un peu plus loin sur la gauche est là aussi fermée. Interdiction d'entrer et de sortir, même pour des étudiants qui pourraient avoir cours par exemple. Et c'est le cas sur ce trottoir-là, rue Saint-Guillaume. Vous allez le voir là aussi, des étudiants qui ont cours ou en tout cas qui doivent entrer dans le bâtiment et qui ont interdiction d'entrer dans le bâtiment puisque entrée et sortie sont interdites ici dans une ambiance avec toujours des revendications, notamment que Sciences Po prenne une position officielle sur ce conflit, condamne les actions d'Israël et aussi parmi le lot des revendications que Sciences Po arrête tout partenariat avec les universités ou entreprises israéliennes. Voilà donc ce que l'on dit, mais la situation est plutôt calme. Des étudiants commencent à s'asseoir devant et ils sont déterminés, ils l'ont encore répété, ils veulent bloquer Sciences Po le plus longtemps possible, ils sont déterminés à le faire. Arnaud, ils font quoi là, les images qu'on voit derrière vous, ces paquets qui sont en train de monter à la façade, c'est pourquoi alimenter des camarades qui se trouvent encore à l'intérieur ? Je ne sais pas si on peut voir les images de la façade. Tout à fait, c'est pour ça que c'est ça, tout à fait. Les étudiants qui sont venus ici dehors, c'est tout simplement qu'ils ramènent des vivres, des oreillers, des coussins ou encore de quoi manger et à boire pour les étudiants qui sont à l'intérieur. C'est clairement ce qui se passe puisqu'ils ne peuvent pas faire de rotation vu que le bâtiment est fermé. Il faut continuer à amener des choses pour les étudiants qui sont à l'intérieur, ce dont ils ont besoin, les besoins de première nécessité. Merci beaucoup Arnaud de la Taille avec Alice Chomy. Comment vous réagissez à ces images, Élie Korchia ? Ça m'attriste évidemment, mais pas seulement. Ce matin, je suis à votre antenne, sur votre plateau, en tant que président du Consistoire de France. Mais le citoyen que je suis, le Français que je suis, l'avocat que je suis, est aussi attristé par ces images. Parce que c'est une image déplorable de Sciences Po, qui est une grande école française, qui a des partenariats dans le monde entier, et qui depuis des années connaît une certaine dérive. Et là, on en voit bien la traduction. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Alors juste, un mois après l'occupation d'un amphi, mais qu'est-ce que vous, pour dire les choses clairement, qu'est-ce que vous condamnez ? Parce que protester, c'est pas vraiment condamnable. Défendre, par exemple, la liberté du peuple palestinien ou son droit à disposer d'un État, ou demander à ce que les frappes de Tsahal sur des civils s'arrêtent, ça n'est pas condamnable. Par ailleurs, en France, on peut dire ce qu'on veut, et c'est d'ailleurs notre honneur. Ce que vous condamnez quoi ? Ce sont les kéfiers plus les masques ? Ce sont les propos Israël assassin ? Vous voyez des kéfiers, vous voyez des personnes qui sont masquées, qui ne montrent pas leur visage, donc beaucoup de personnes effectivement avec des kéfiers, comme c'était le cas il y a un mois déjà quand ils avaient occupé illégalement un amphithéâtre qu'ils avaient rebaptisé Gaza. Il faut savoir que ça c'est une minorité, sur 15 000 étudiants on doit parler d'une centaine d'étudiants d'extrême gauche, une association pro-palestinienne, quelques militants LFI, et ces personnes avaient déjà occupé cet amphithéâtre illégalement, avaient refusé l'accès à plusieurs jeunes, notamment de 19 ans, des jeunes filles, deux jeunes filles notamment du EJF, dont une avait été empêchée de rentrer dans le bâtiment en disant ne la laissez pas rentrer, la sioniste. Et derrière cet antisionisme, vous voyez bien qu'il y a un antisémitisme larvé. Et là, ce qu'on est en train de voir encore ce matin, quand on parle d'Israël assassin, alors que l'Iran a attaqué Israël il y a 10 jours, qu'on est après 200 jours
où il y a des otages, 133 otages qui sont détenus par les terroristes du Hamas dans les tunnels de la bande de Gaza ou de Rafah, avec des 3 franco-israéliens, des bébés, des femmes, et dont on ne sait même pas dans quel état de santé ils sont, on voit bien que ce qui est en train de se passer là, c'est une radicalisation qui n'a rien à voir en réalité avec la volonté d'amener la paix sur le territoire du Proche-Orient. Pour le coup, là, on n'entend pas de slogan en soutien au Hamas, hein, on entend des slogans quand vous en entendez soutien Israël assassin, à la Palestine. Quand vous entendez Israël assassin, Macron complice, alors qu'on sait ce qui s'est passé le 7 octobre, alors qu'on sait dans quel état sont les familles en Israël, alors qu'elles fêtent cette fête de la Pâque juive de Pessah, en pensant évidemment aux 133 otages qui sont en train de peut-être de vivre ou de mourir dans les tunnels sans aucune aide de quiconque, ni des ONG ni de personne, et qu'on entend Israël assassin, c'est particulièrement choquant dans la période que vivent aujourd'hui les familles israéliennes. Si on voit bien là, il y a une double contagion. C'est-à-dire que c'est la crainte du gouvernement français depuis le départ que les attentats terroristes du Hamas au 7 octobre produisent des conséquences politiques, des conséquences alors dans la société, la question de la montée de l'antisémitisme, mais aussi des conséquences politiques. Et notamment, on savait depuis le départ qu'il y avait la question des jeunes et de l'enseignement supérieur. Sciences Po, c'est très particulier parce qu'il y a une autre contagion, c'est la contagion de ce qui se passe aux États-Unis. On va y revenir dans un instant. Et donc, on est là au cœur d'une école qu'on regarde tout le temps parce que vous avez raison, c'est très peu de monde. C'est-à-dire qu'on voit dans les dépêches AFP, les gens qui ont été comptabilisés, c'est en gros 60-70 personnes à l'intérieur, 60-70 personnes à l'extérieur sur un ensemble d'étudiants qui est beaucoup plus vaste, non, bien même entendu. pour aller plus loin, Soisig, même Sciences Po, c'est rien comparé au contingent des étudiants français. C'est un symbole qui est très important. C'est l'école de l'élite. Gabriel Attal sort de cette école, Bruno Le Maire sort de cette école. C'est l'école dont tout le monde parle, et c'est par hasard si Gabriel Attal avait prononcé cette fameuse phrase lorsque justement l'amphithéâtre avait été fermé bloqué pour une jeune femme juive qui voulait y entrer. Il avait dit le poisson pourri par la tête, c'est l'école de l'élite. Donc évidemment, on se pose la question de qui sont ces jeunes, par qui ils sont manipulés, parce que évidemment dans le contexte, ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre avis. Pré-européenne, on sait bien toute la politique qui a été faite et la stratégie par Jean-Luc Mélenchon d'être très présent auprès des étudiants, et c'est des étudiants qui sont amenés rendu à Sciences Po là, cette semaine, qui sont amenés à diriger ensuite, c'est pas n'importe qui. Je ne suis pas sûr qu'ils soient amenés à diriger parce qu'il me semble que le monde des entreprises change de logiciel à l'égard de Sciences Po. Autant Sciences Po, dirigeants politiques aussi, autant Sciences Po a produit pendant très longtemps un enseignement académique de qualité qui conduisait à l'ENA notamment, mais aussi à d'autres cursus. On faisait Sciences Po, puis on était ingénieur, et ça représentait un vrai acquis, si vous voulez. Aujourd'hui, la politique, depuis quelques années, la politique, c'est quand même d'ouvrir Sciences Po. Alors, d'abord, ça a été fait de façon un peu hypocrite, ouvrir Sciences Po à la diversité avec des quotas. Premier point. Deuxième point, changer la nature de l'enseignement à Sciences Po. Regardez la géographie des cours. Alors, autant il y avait des matières solides, autant aujourd'hui, vous avez des matières un peu baroques, un peu exotiques, précisément qui expriment le monde de la diversité, avec des profs qui viennent de partout et qui ont apporté avec eux, notamment des États-Unis, cet esprit woke qui était parti de France en 1968 de Vincennes, Derrida, Foucault et compagnie, traverser l'Atlantique et qui nous revient en boomerang dans la figure aujourd'hui. Attendez, je termine d'une phrase. Avec un axe central, l'intersectionnalité, la lutte contre les colonialismes. Et aujourd'hui, la bonne tête du colonialisme, c'est la tête de l'israélien. Mais il y a quelque en 10 secondes, s'il vous plaît. Il y a quelque chose d'important. En ce moment, il n'y a pas de patron à Sciences Po. Mathias Vichra est parti. Il y a un administrateur provisoire, donc il y a une crise d'autorité à Sciences Po. Alors, vous évoquez les États-Unis, toutes et tous. Nous allons aux États-Unis. Je voudrais vous montrer une carte. La carte que vous allez voir, ce sont les universités privées, et elles ne sont pas exhaustives. Qui sont touchés par cette mobilisation pro-palestinienne de certains de leurs étudiants. Vous voyez en plus les images donc, dans l'Illinois, au Texas, à Cambridge. Donc Cambridge, c'est Harvard, évidemment. Et Los Angeles. L'exemple là, en date le plus marquant, récent, c'est Columbia. Columbia, c'est le partenaire de Sciences Po aux États-Unis. Ce matin, Columbia a renoncé à évacuer les étudiants qui se sont installés dans des tentes et qui bloquent le campus. Qu'en dit-on sur place? Écoutez, Madeleine Doby, elle est enseignante à Columbia. Elle était en direct avec nous il y a quelques instants dans le 6-9. Voilà ce qu'elle dit de la situation. Ma position et la position de beaucoup de mes collègues, c'est que
il y a eu une escalade il y a quelques jours quand la présidente a décidé de faire venir sur le campus la police new-yorkaise et arrêter une centaine d'étudiants qui manifestaient pacifiquement, il faut le dire. On ne voyait pas la nécessité d'une telle action qui a créé des tensions au sein de la communauté. Il y a tout de même des chants, des cris qui ont été entendus, alors, notamment à Columbia, mais sur d'autres campus, qui sont condamnables. Mort à Israël, typiquement. Est-ce que ces chants-là, ils ont leur place sur votre campus ? Il y a un problème qui est qu'il y a des manifestations sur le périmètre du campus qui ne sont pas faites de la part d'étudiants de Columbia, et là on ne peut pas contrôler ce qui est dit. Alors à l'intérieur, je crois qu'il y a parfois des débordements, des cas limites, dont la plupart ce sont des slogans, des pancartes, des affiches contre la guerre au Gaza, demandant le désinvestissement de l'Israël, mais pas des slogans antisémites. Dans des cas rares, c'est possible que ça soit le cas, mais il y a une forte exagération de cette situation dans les médias. Un dernier mot, Madame Dobie. Comment pensez-vous que cette affaire va évoluer dans les prochaines heures, les prochains jours ? La situation vient de se calmer à Columbia parce qu'on craignait le retour ce soir de la police sur le campus, mais la présidente vient d'annoncer que les négociations continuent. J'espère que la situation se calmera, qu'il y aura des dialogues entre l'administration et les étudiants, et que l'administration écoutera moins les représentants du Congrès républicains qui ont des intérêts très marqués dans cette affaire, qui visent depuis longtemps les universités et tout le secteur de l'éducation. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes, François, dans ce que dit cette enseignante. Je note, et nous échangeons à ce sujet en antenne, que tout d'abord, il n'y a pas de condamnation ferme, définitive, immédiate des propos condamnables, tenus. Elle les condamne, mais en expliquant qu'il y a un contexte. Oui, elle fait partie de ces enseignants qui choisissent une certaine forme de neutralité par rapport à ce qui se passe et qui veulent privilégier le fait, un, qu'on respecte la liberté d'expression, et deux, le débat. Sauf que là, on est entré dans quelque chose de différent. Et c'est pour ça, si vous voulez, que lorsqu'il y a eu tout ce mouvement autour des universités, rappelez-vous, les présidentes des plus grandes universités américaines entendues par le Congrès, lorsqu'on leur avait posé la question, est-ce que appeler à l'Holocauste, c'est réprimandable? Et certaines de ces présidentes avaient répondu, ça dépend du contexte. Est-ce que c'est accompagné de gestes de violence envers les juifs, oui ou non? Est-ce que ça répond aux règles de l'université, oui ou non? Et c'est cette réponse-là qui avait été extrêmement condamnée par une partie de l'opinion publique américaine, alors que, à cette époque, il n'avait pas été question d'appel à l'Holocauste. Là, ce qui est différent, c'est que cette présidente d'université à Columbia, elle est égyptienne, Minouche Shafik. Elle a un parcours, si vous voulez, qui est extrêmement respectueux de ce qu'on pourrait appeler, en Israël, ça veut dire quelque chose, en tout cas aussi chez nous, le camp de la paix. Elle n'est pas du tout, elle ne fait pas partie de ces mouvements wokistes, si vous voulez, qui aujourd'hui sont en train de prendre le chemin du soutien, par exemple, au Hamas à Gaza, et qui profèrent ces slogans-là. C'est elle qui a appelé la police. Et c'est elle qui, lorsqu'elle a été interrogée par le Congrès, lorsqu'on lui a posé la même question, à savoir, est-ce que des appels contre les Juifs, c'est supportable ou pas? Et elle a dit, ça n'est pas supportable. Élie Korcha, comment vous regardez cette situation à Columbia, mais ailleurs? François le disait ce matin, dans tout le Midwest, par exemple, ce qui est un signe important. Surtout dans les universités d'État, c'est-à-dire qu'on change de paradigme. Parce que pourquoi les étudiants manifestent dans les universités privées, je le dis en un mot, c'est parce qu'ils demandent à ces universités qui sont financées par des fonds privés, par des entreprises ou par des généreux donateurs. Là, vous êtes dans un système d'université d'État qui ne dépendent que des fonds publics et de la générosité des parents, mais ça change le paradigme. Ça veut dire que la radicalisation, elle est là. Là encore, 35 000 étudiants à Columbia, on parle de 300, 400 étudiants, c'est 1%. Mais ce pourcent-là, il peut faire beaucoup de mal. Et on le voit. Ce qui est là, c'est comme on parlait tout à l'heure, ce dont on parlait sur Sciences Po. C'est pas un débat d'idées. Moi, je suis pour le débat d'idées. Je suis pour la contradiction. J'ai vécu toute ma vie et je vis toute ma vie dans le contradictoire. Là, ce qui se passe, c'est qu'on ne dit pas seulement « vive la Palestine » ou « vive Gaza ». On dit « mort à Israël ». Comme on dit Israël assassin tout à l'heure, ce matin, à Sciences Po, là, les slogans qui ont été utilisés, c'était quoi? Que Tel Aviv brûle.
Ceux qui disent que Tel Aviv brûle, je ne sais pas s'ils ont déjà été à Tel Aviv ou s'ils ont été dans certaines dictatures du Moyen-Orient, mais c'est à Tel Aviv qu'il y a la Gay Pride, c'est à Tel Aviv que les homosexuels peuvent vivre en paix, c'est à Tel Aviv que les femmes peuvent vivre tout à fait normalement, pas comme dans certaines dictatures ou dans certaines théocraties. Donc ce qui est terrible de ce qu'on voit là, c'est cette haine d'Israël. Et derrière cette haine d'Israël, ce n'est pas seulement de l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, cette haine du juif. Quand on crie les slogans From the river to the sea, c'est quoi? C'est la négation de la rivière à la mer, c'est la négation de la survie d'Israël. La seule démocratie. Pour être objectif, il faut aussi rappeler que ce slogan, et c'est aussi le slogan des ultra-orthodoxes juifs qui disent la même chose, qui disent de la rivière à la mer. Oui, mais quand vous voyez aujourd'hui Israël, c'est une démocratie. Vous avez des présidentes ou présidents d'université aujourd'hui qui sont arabes. Vous n'avez jamais ça dans les pays arabes. Aujourd'hui, dans la démocratie israélienne, vous avez des présidents, des présidentes d'hôpitaux, d'universités qui justement viennent de la population arabe. Et c'est une fierté d'Israël d'avoir en son sein cette intégration de toutes les populations, y compris de la population arabe. Et donc quand on vient crier que Tel Aviv brûle ou qu'Israël meurt, effectivement, on n'est plus dans le débat idéologique, on n'est plus dans le débat politique, on est dans la radicalisation de vouloir tirer un trait sur l'État d'Israël. Alors, si on essaie de faire un parallèle, alors pas sur le contenu de la contestation, mais sur l'ampleur du mouvement étudiant, François, évidemment, aux États-Unis, on se souvient de la guerre du Vietnam, ça avait embrasé beaucoup de facultés. On a quelques images à vous montrer. Bon, pour rappel, la guerre du Vietnam 1964-1973, il y avait eu des mouvements un peu partout. Vous voyez ces images. Là où on peut faire un parallèle qui est très très intéressant, alors là je fais comme si c'était moi qui le faisais, mais c'est vous François qui me l'avez soufflé, c'est que la Convention démocrate en 1968, en plein cœur de la guerre, en plein cœur de la protestation, elle a lieu au même endroit où elle aura lieu cette année, c'est-à-dire exactement, à Chicago. Et à l'époque, effectivement, une partie du mouvement estudiantin hostile à la guerre au Vietnam avait été manifesté jusque devant la Convention démocrate à Chicago pour dire « nous voulons un président qui soit contre la guerre ». Or, celui qui s'était présenté pour la nomination, c'était le vice-président à l'époque de Johnson, Humphrey, et le mouvement envers lui était d'une telle hostilité que ça l'a gêné. Pour battre qui? Pour battre Richard Nixon. Il a perdu cette bataille électorale en 1968. Aujourd'hui, vous entendez quasiment les mêmes slogans contre Joe Biden. Joe Biden, complice d'Israël, Joe Biden, génocidaire, etc., de la part des étudiants qui viennent à peu près du même courant idéologique qu'en 1968. Alors je ne dis pas que ça va changer le cours de l'élection, il est bien trop tôt pour le dire, mais c'est le climat que ça suscite qui pose question. Est-ce que le climat, il est inédit par son niveau de tension, selon vous, Élie Korcha? Est-ce que vous, président de Consistoire de France, vous avez déjà connu une atmosphère pareille? Alors, le mot atmosphère est très juste. L'atmosphère que nous vivons actuellement est assez unique, parce qu'on sent une radicalisation très puissante. Alors on a connu des phases avec des attentats en France, en 2012, en 2015, qui ont touché notre République, et aussi des Juifs. Et c'est ce mouvement islamiste aussi. Il faut bien voir que c'est une islamisation politique qui est en train de se faire. Il ne faut pas être naïf. Ce qui est en train de se passer, quand on voit ce qui se passe, quand on voit ces kéfiers, quand on voit ces visages cachés, c'est aussi une islamisation politique qui est en train de se faire. Et ce qui m'inquiète, c'est effectivement, derrière cette haine d'Israël, attaquée le 7 octobre, avec la pire attaque qu'il y a eu depuis la Shoah visant des Juifs, quand même, rappelons-le, avec ces massacres qui ont été faits, qui ont entraîné cette riposte israélienne, et le fait qu'Israël essaye de récupérer aussi encore aujourd'hui les 133 otages qui restent dans la bande de Gaza ou à Rafah. Mais d'un mot, Élie Korcha, il y a aussi des familles d'otages qui disent à Netanyahou, stop, arrêtez, allez chercher les otages, et pardonnez-moi, juste négocier pour aussi cesser de frapper la population gazaoui. Les familles d'otages, elles ont un calendrier qui est le leur. Elles veulent avant tout une seule chose: ramener les enfants, ramener les femmes et les hommes. Après, c'est aujourd'hui une opération qui est en train d'être menée, qui est extrêmement difficile. Et évidemment que les otages, c'est la priorité numéro 1. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous voyez que dans notre pays, l'extrême gauche et LFI a mis toute sa campagne électorale aux européennes, ciblées exclusivement quasiment sur le Proche-Orient et sur la Palestine, effectivement, avec Rima Hassan, numéro 7 quand même de la liste, c'est effectivement aussi ce qu'on est en train de voir, c'est une radicalisation avec un fond politique qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin, merci à toutes et à tous. Nous serons lundi à 5h57, très bon week-end, le temps de l'info arrive avec Elisabeth Martin.